Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a quelques mois, dans un précédent dossier, on parlait de la navette spatiale américaine sous l'angle de la réutilisation. Lorsqu'on évoque ce véhicule, on parle souvent de la navette spatiale, comme s'il y en avait qu'une. Et c'est presque vrai. Columbia, Challenger, Atlantis, Discovery et Endeavour sont en effet les seules navettes à avoir jamais emmené des hommes dans l'espace. De nos jours, le concept de navette spatiale est en partie repris par des véhicules comme le X-37B de Boeing ou le Space Rider européen, mais sans équipage. Cependant, si on se tourne vers le passé, un programme de navette en particulier étonne par son envergure et l'avancée de son développement. Il s'agit du programme soviétique Buran. Lorsqu'en 1972, le président américain Richard Nixon lance le développement de la navette spatiale, cela sonne comme un coup de tonnerre à Moscou. Le véhicule américain est tout de suite vu à travers le prisme militaire. La navette spatiale permettrait aux États-Unis de déployer des prototypes d'armes en orbite, puis de les ramener sur Terre pour continuer leur développement. À l'époque, on pense surtout à des lasers orbitaux. Ces derniers offriraient une protection efficace à l'Amérique et à ses alliés contre les missiles intercontinentaux soviétiques. Privé de sa capacité de riposte, l'URSS s'exposerait à une frappe de décapitation. Une situation inacceptable au beau milieu de la guerre froide. Comme pour tant d'autres programmes d'armement, la seule réponse envisagée est de se doter des mêmes capacités que son adversaire pour rétablir la balance. Le 7 novembre 1976, Dmitri Ustinov, ministre de la Défense soviétique, lance donc le programme de navette spatiale Buran. Le cahier des charges laisse entrevoir un véhicule à vocation clairement militaire. Buran doit pouvoir déployer des plateformes équipées de missiles ou d'armes laser en orbite. Cela doit permettre à l'URSS de mettre en place son propre bouclier contre les missiles occidentaux. Ces armes sont également pensées pour pouvoir frapper des cibles au sol, voire d'autres satellites. Au début des années 80, la course au laser spatial s'accélère. Ronald Reagan lance le programme Guerre des étoiles qui concrétise la volonté de disposer d'un bouclier orbital. La réponse soviétique amène le développement de deux modules orbitaux. Skiff qui doit embarquer une arme laser de forte puissance et Cascade qui sera une plateforme de missiles. Pour être complètement efficace, le bouclier soviétique devra faire appel à une vingtaine de stations, capables de repérer et de détruire les missiles américains. C'est Buran qui sera chargé de les mettre en orbite et de les réapprovisionner en ergol et en équipage. Du fait de son importance stratégique, Buran mobilise très rapidement un budget conséquent et de très nombreux ingénieurs. Le KGB est également mis à contribution pour mettre la main sur le design et les technologies développées par les Américains. Moscou s'appuie très largement sur ces informations. Ainsi, les premiers prototypes de Buran ressemblent comme deux gouttes d'eau à leur cousine de l'Ouest. Buran est développé avec d'autres véhicules au sein d'un écosystème. Le programme donne par exemple naissance à l'Antonov AN-225, qui reste encore aujourd'hui l'avion le plus long et le plus lourd du monde. C'est lui qui doit transporter la navette entre ses sites de production et de lancement. Autre développement majeur, la fusée Energia. Elle abrite la principale différence entre la navette américaine et la navette soviétique. Les Américains font reposer leur propulsion sur des moteurs intégrés à la navette et un réservoir externe. Buran, de son côté, ne possède pas de moteur de forte poussée. Elle est adossée non pas à un réservoir, mais à une fusée. Au milieu des années 80, alors que la navette américaine vole déjà depuis 4 ans, Buran commence ses essais atmosphériques. Un prototype est spécialement conçu pour ces tests. Il participera à 25 vols entre 1985 et 1988. Chargé de tester le comportement de la navette en atmosphère, il est doté de 4 moteurs à réaction. Cela permet au prototype de décoller et d'atterrir sans aucune aide, à la manière d'un avion. Pendant ce temps, la première navette destinée à atteindre l'orbite est construite. Elle est baptisée Buran comme le programme. À la fin des années 80, l'Union soviétique est enfin prête pour le premier tir orbital de sa navette. Ce dernier a lieu en novembre 1988 et reste le seul vol spatial de tout le programme. Propulsé par la monstrueuse fusée Energia, Buran accomplit 2 orbites avant de revenir se poser de manière complètement automatique. Le vol n'a pas embarqué d'équipage, démontrant ainsi une certaine supériorité technique sur la navette américaine qui ne peut se passer d'une présence humaine. Le programme ne s'arrête pas officiellement après ce vol.
Mais les difficultés économiques de l'URSS, puis son éclatement, vont avoir raison de la navette spatiale. Malgré son unique vol, Buran reste un programme fascinant. Beaucoup d'ingénieurs pensent aujourd'hui que l'architecture soviétique, faisant appel à une fusée traditionnelle, était supérieure au design américain. On aurait tort de dire que Buran est une bête copie de la navette américaine. Les ingénieurs soviétiques se sont en effet beaucoup inspirés des travaux de la NASA pour la forme générale de leur orbiteur. Mais presque tout le reste du système relève d'une philosophie différente. Le programme Buran regroupe en fait deux véhicules. La navette en elle-même et la fusée Energia, un lanceur à part entière. Cette dernière a eu une carrière opérationnelle 2 fois plus fournie que Buran, puisqu'elle a volé 2 fois. Sa première mission, en 1987, a été d'emmener en orbite le module spatial Polius. Il s'agissait de la première composante d'une station militaire Skif d'une masse de 80 tonnes. Polius devait tester les systèmes annexes nécessaires à l'utilisation d'un laser de forte puissance depuis l'espace, tout en se faisant passer pour un satellite scientifique. Avec ses 37 mètres de long, il aurait été le satellite le plus massif de l'histoire à avoir été lancé en un seul tir. Heureusement ou malheureusement, selon les points de vue, Polius a fini dans l'océan. Il reste néanmoins le témoignage de l'avancement du programme spatial militaire soviétique à la fin de la guerre froide. Bref, revenons-en à Energia. Il s'agit de la seconde fusée la plus puissante de l'histoire, après la Saturne V du programme Apollo. Son rôle pour la mise en orbite de Buran a débouché sur une conception assez unique. Au décollage, les 4 boosters latéraux et l'étage central sont mis à feu. Comme souvent chez les soviétiques, la propulsion à poudre est entièrement délaissée et tout fonctionne avec des ergols liquides. Les 4 boosters latéraux fournissent le plus gros de la poussée jusqu'à ce qu'ils se séparent de l'étage central. Ce dernier reprend le rôle du second étage des autres lanceurs. Il brûle pendant très longtemps avec une ISP élevée. C'est lui qui entraîne Buran jusqu'à l'orbite. Energia est une fusée courte mais très épaisse. L'étage central affiche un diamètre de presque 8 mètres. La navette ou la charge utile est placée sur le côté de l'étage central. En conséquence, tous les boosters et les moteurs sont un peu désaxés. Cette configuration peu banale permet à Energia de placer 105 tonnes en orbite basse. De plus, la fusée était prévue pour être modulable à toutes les sauces. L'étage central aurait pu fonctionner avec seulement 2 boosters. Et les boosters étaient pensés pour être utilisés comme des lanceurs indépendants. Au début des années 80, les soviétiques avaient même commencé une série d'études pour une monstrueuse version à 8 boosters, qui aurait été capable de placer 172 tonnes en orbite basse. Même la BFR aurait été surclassée. Très en avance sur leur temps, les boosters avaient été imaginés pour accueillir des parachutes, des rétrofusées et des pieds leur permettant de revenir se poser à l'horizontale. Bien qu'on n'en ait jamais eu la démonstration, ils étaient prévus pour être réutilisés 10 à 12 fois. Cela aurait amorti le coût engendré par la perte des moteurs principaux à chaque tir. Et oui, alors que la navette américaine pouvait réutiliser ses très coûteux RS-25 à chaque vol, Buran consommait un étage central d'énergie à chaque tir, moteur compris. Comme on l'a dit, l'orbiteur en lui-même reprend très largement le design américain. Les dimensions, les formes, la soute à 2 battants, la répartition des tuiles thermiques, etc. Les ingénieurs soviétiques se sont vite rendus compte en soufflerie que le design américain était optimal. Mais si on se penche sur les détails, on remarque quand même de nombreuses différences entre les deux véhicules. À commencer par le cockpit. La navette spatiale a été un véritable tombeau volant pour 14 de ses passagers. Buran aurait probablement été un véhicule plus sûr. L'équipage disposait en effet de sièges éjectables capables de fonctionner jusqu'à une vitesse de Mach 3,5. Cela aurait-il été suffisant pour sauver les passagers d'un accident de type Challenger? Pas sûr. Mais ça leur offrait au moins une chance. Buran était de toute façon beaucoup moins exposé à ce type d'accident du fait de l'utilisation de boosters à ergols liquides. Comme on l'a dit, Buran était aussi beaucoup plus automatisée que sa cousine américaine. Elle était capable de décoller, se mettre en orbite, se désorbiter et revenir se poser seule. À l'intérieur du cockpit, cela se traduit par un tableau de bord plus simple et plus rudimentaire, avec de bons vieux cadrans à aiguilles. L'automatisation était aussi présente dans la soute. Buran aurait dû accueillir 1 ou 2 bras manipulateurs comme les Canadarms de la navette américaine. Ceux-ci auraient pu être programmés à l'avance pour effectuer des manipulations précises. L'aspect qui démarque le plus les deux navettes est bien entendu leur motorisation. Buran n'ayant pas besoin de se mettre elle-même en orbite, elle se contente de ses moteurs de manœuvre orbitale et de nombreux micropropulseurs.
Les ingénieurs soviétiques avaient prévu l'ajout d'un petit turboréacteur pour donner un peu de marge de manœuvre à la navette après sa rentrée atmosphérique, mais celui-ci n'a jamais volé. Comme la navette américaine, Buran devait tirer son énergie d'une pile à combustible, mais pour son premier vol, ce sont de simples batteries qui ont fait le job. On ne pourra jamais comparer les performances réelles de Buran à celles de la navette américaine. Impossible de tirer des conclusions à partir d'un seul vol. Et c'est bien dommage, car Buran avait des cartes en main pour sortir gagnante de la comparaison. On a souvent l'image qu'une vie humaine vaut bien peu pour la mère patrie soviétique. Buran disposait pourtant de nombreux systèmes de sécurité basés sur son automatisation avancée. Les ingénieurs du programme pensaient qu'un ordinateur pourrait réagir plus vite qu'un humain en cas de pépin. Près de 500 scénarios étaient enregistrés dans l'ordinateur de bord pour parer à toutes les éventualités. Cela aura peut-être permis à Buran de venir se ranger aux côtés de Soyouz en tant que véhicule réputé très sûr. Quant à Energia, son héritage est encore bien présent parmi nous. Ces boosters volent en tant que lanceurs à part entière sous le nom de Zenith. Et des dérivés des différents moteurs du programme équipent aujourd'hui des lanceurs du monde entier, y compris américains. Et nous voilà déjà arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions et remarques dans les commentaires. On pourra revenir dessus dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources de la vidéo dans la description. Je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux grâce aux liens qui se trouvent eux aussi dans la description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.